Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Vuelta, pour faire le débrief de la troisième étape de cette Vuelta 2022. Dernière étape du côté des Pays-Bas, avec ces 3 jours un petit peu d'amuse-bouche. Et à partir de mardi, on attaque vraiment la vraie Vuelta, avec l'Espagne, avec de la difficulté, avec des petits répètes chauds, avec des petites bosses, enfin voilà. Ça sera pas vraiment une vraie balade de santé. Là, c'était assez tranquille pendant ces 3 premiers jours. À partir de mardi, ça va être plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Que si je parle pas d'un coureur, notamment, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à aller également sur TikTok. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent de la chaîne. Je rappelle que vous avez déjà eu un avant-goût de cette vidéo sur TikTok, une sorte de petite présentation, de petit teasing, de petit débrief express de cette étape. Étape plus intéressante qu'hier, j'avais peur, hein, je vous en avais parlé lors de la présentation, j'avais un peu peur du final dans Breda parce que j'avais l'impression que c'était assez technique et ce n'était pas le cas. On n'a pas été longtemps le long de la mer, donc il n'y avait pas de grandes difficultés. Les seules difficultés, en fait, c'était que parfois on avait des routes un peu plus étroites, notamment le long de certains canaux, de certaines petits fleuves, petits ruisseaux, petites rivières, qui parfois faisaient que les routes étaient un peu plus étroites. C'était un peu plus intéressant visuellement aussi, du côté de cette étape. Et puis avec un beau sprint, encore une fois, on a eu 2 beaux sprints sur ces... on a eu 2 beaux sprints, c'est-à-dire 2 sprints pas houleux, avec là aujourd'hui un sprint plus intéressant qu'hier. J'ai un peu plus de choses à dire sur ce sprint aujourd'hui, mais étape vraiment intéressante. J'ai regardé ça pendant une bonne heure et demie, et j'ai pris vraiment du plaisir à regarder cette étape, avec une belle échappée également devant, notamment avec De Rent, notamment avec Herrada. Il y avait également Jan Bakeland aussi dans cette échappée. Et puis des équipes de deuxième division espagnole. Et puis une belle arrivée du côté de Breda. Donc, et en plus, quand le sprint n'est pas trop dangereux, pas trop technique, c'est pas plus mal. On va revenir 10 secondes sur la chute de la Sky. Alors, il y a eu une chute. On ne sait pas si c'est Carapaz ou Sivakov. On ne sait pas c'est lequel des deux. Mais Geoghenaert s'est bien mis au service de Carapaz et Sivakov. À un moment, on nous parlait également de Rodriguez, sauf que j'ai beau avoir vu les images et le replay, j'avais pas l'impression de voir Rodriguez. Donc est-ce qu'il est tombé juste avant ou juste après qu'il y a eu 2 chutes en très peu de temps du côté de la Sky peut-être. Mais on a vu que Sivakov roulait pour Carapaz, ce qui est un petit peu inquiétant pour Sivakov, le français, c'est-à-dire qu'il va peut-être être au service de Carapaz. Je pensais que ça serait plutôt égalitaire, on va dire, en termes de situation du côté de la Sky, enfin du côté d'Ineos, pardon. Et non, Sivakov, Carapaz, j'ai peur que ça soit plutôt Carapaz et que Sivakov ce soit plutôt au service de Carapaz. On va revenir également 10 secondes sur la stratégie de la Jumbo. Ils ont tout fait pour que Oomen récupère le maillot rouge, et ce soir c'est quand même Affini qui a le maillot rouge. C'est con parce que en plus Tennyson, ça lui coûte un sprint. Tennyson, il avait fait 4e hier. Il y a quand même un maillot des meilleurs sprinteurs, du classement par points. Tennyson, il passe quand même les petites bosses, donc il aurait pu avoir un rôle dans ce classement-là, sauf que tu lui fais perdre un sprint, donc il est mis hors jeu dans ce classement. Et au final, en plus, Sam Oomen ne récupère pas le maillot rouge. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir eu cette stratégie-là du côté de la Jumbo, à part mettre en avant les Néerlandais dans l'équipe. Bon, ils auraient pu laisser le maillot à Tennyson dans ce cas-là. Bon, voilà, ils auraient mieux fait de garder le maillot, de faire garder le maillot à Tennyson plutôt que de tenter de le faire passer à Sam Oomen et qu'au final ils le perdent et que ça soit Affini qui le récupère dans l'affaire. On passe à la note de l'étape. J'ai mis 10 sur 20. Ça reste une étape, c'est pas l'étape du siècle, ça reste une étape voilà, où je pense que certains n'ont peut-être pas passé un bon moment dans cette étape. Le sprint, il y a des choses à dire, mais c'est pas non plus un sprint extraordinaire non plus. Donc 10 sur 20 parce que l'échappée part assez vite, parce que il y a
pas grand-chose à dire sur cette étape en soi, mais qu'on avait une belle échappée, qu'on avait également qu'on a eu un sprint plutôt intéressant, donc voilà, 10 sur 20. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on parte d'Espagne parce que ces 3 jours aux Pays-Bas, pour moi, n'ont pas été exceptionnels. Mais bon, vous savez, mon avis sur les départs à l'étranger, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec la belle performance du jour avec Dan Maclay qui finit 3e du sprint pour la Arkea. J'en avais déjà parlé hier de Dan Maclay, j'avais dit c'est dommage, il finit 6. Les points, c'est à partir des 5 premiers pour l'UCI. Et ben là, 20 points. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 20 points. Oui, mais c'est déjà mieux que le Lotto, c'est déjà mieux que Israël pour le moment sur cette course. Et puis, ça montre qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs de ce peloton. Il était très fort. Pedersen a dû s'employer pour le passer. Et il n'était pas loin de Sam Bennett non plus. C'est un sprint très intéressant de la part de Dan Maclay. Ça veut dire qu'on va peut-être mettre une équipe un peu plus importante à son service à partir de maintenant sur les sprints. C'est un coureur qui passe très bien, qui est plutôt bon en 2e et 3e semaine aussi, Dan Maclay, un peu comme Laporte et autres. C'est des sprinteurs qui passent plutôt bien sur les grands tours. Donc ça va être intéressant de voir sur les autres sprints comment il va se comporter, Dan Maclay, mais Bennett ne gagne pas avec 3 vélos d'avance. Et Maclay est vraiment pas loin. Il gagne il est 3e devant Coquard, devant Merlier, devant Caden Groves, devant Ackermann. Donc là aussi, c'est très intéressant de la part du coureur britannique et ça montre que la forme est là du côté de Dan Maclay. Ça montre qu'il est performant pour le moment, le coureur britannique. Et c'est dommage qu'on n'ait pas emmené avec lui un Connor Swift. C'est vrai qu'on a emmené Clément Russo, mais on a bien vu que Clément Russo, il l'a emmené au maximum qu'il pouvait, mais au bout d'un moment, il était cramasse. Et c'est vrai qu'il manquait peut-être un Connor Swift ou un autre coureur pour aider Dan Maclay dans cette situation-là, mais c'est plutôt bien de la part de Arkea. Puis ça va donner de la confiance à Arkea aussi, parce que l'équipe française, ça va l'amener dans une dynamique un peu plus intéressante. Pour l'instant, ils étaient dans une situation où ils étaient un peu dans la tourmente. Là, voilà, ça va les réveiller un petit peu du côté de chez Arkea avec les magnifiques maillots jaunes pour les différencier du maillot leader du Tour d'Espagne. On poursuit avec Brian Coquard, 4e. Bien mieux qu'hier du côté de Brian Coquard. Il est vraiment sorti de sa niche au dernier moment. C'est-à-dire à 5 bornes de l'arrivée, vous ne le voyez pas. À 3 km de l'arrivée, vous ne le voyez pas, Brian Coquard. Il s'est faufilé vraiment sur la fin, la toute fin de cette étape. Aussi parce que, encore une fois, il n'a pas grand monde autour de lui. Ça, c'est vrai. Brian Coquard, mais il a fait du très très bon, il a fait un bon sprint, Brian Coquard, surtout qu'il se fait enfermer par un coureur aux 500 mètres. J'ai pas vu, peut-être Kirsch. C'est un maillot qui était plutôt blanc, ou soit c'était Pedersen, mais il se fait enfermer au début de son sprint. Je crois que c'était peut-être Pedersen même. Il se fait enfermer légèrement le long des barrières. Donc il est obligé d'un petit peu d'arrêter de pédaler pour remettre ensuite du braquet et redémarrer, ce qui est pas simple. Et puis encore une fois, Brian Coquard, c'est un sprinter qui est plus léger que ses adversaires. Forcément, sur un sprint tout plat comme ça, sur une étape toute plate, c'est pas forcément un avantage. Par contre, sur les étapes un peu plus vallonnées, là, il pourrait être très fort, Brian Coquard. Mais oui, la jambe tourne bien. Et encore une fois, comme je vous avais dit hier, souvent Brian Coquard, il a besoin d'un sprint, 2 sprints pour se mettre vraiment bien en place. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Et bien là, ça allait beaucoup mieux de la part de Brian Coquard. Donc c'est intéressant, c'est motivant pour la suite de ce Tour d'Espagne pour le coureur français. Puis je termine avec le Suisse, plus-moins pour la Groupama, Fabian Lienhart. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas mis Jack Stewart devant, mais c'était peut-être une stratégie. Ça a plutôt bien marché avec Fabian Lienhart en passant, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait sprinter Jack Stewart. Est-ce qu'on ne s'est pas trouvé aussi entre Fabian Lienhart et Jack Stewart? Fabian Lienhart qui est un jeune coureur suisse, c'est vrai que la Groupama commence à en avoir pas mal, qui est passé par des équipes continentales, notamment l'équipe Vorarlberg, avant de rejoindre la Groupama, 3e du Tour de Vendée en 2017. Donc ce qui est très intéressant. Et c'est un coureur qui a seulement 28 ans, qui n'a pas encore une grande expérience. Il était stagiaire chez BMC en 2016.
Je rappelle que la BMC était basée en Suisse, donc c'est pour ça qu'ils en prenaient pas mal. 5e du championnat de Suisse sur route, sinon il n'y avait pas eu de grands résultats pour Fabian Linhart jusqu'à maintenant. Il a eu surtout un rôle d'équipier jusqu'à maintenant dans cette équipe Groupama. Mais on a décidé de lui donner sa chance du côté de cette équipe Groupama. Et ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. C'est son meilleur résultat avec la Groupama, hein, je crois, en termes de résultats comptables à Fabian Linhart. Après la 6e place sur le chrono par équipe, c'est plutôt bien ce que fait la Groupama en ce début de course. Avec des coureurs différents. On va voir maintenant si Linhart va redevenir lanceur de Jake Stewart. Ou est-ce qu'on fera la situation inverse, Linhart sprinter et Jake Stewart lanceur. Mais c'est bien ce qu'a fait le Suisse sur cette étape, voilà, 5e. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas trouver Jake Stewart ou est-ce que c'était l'idée de départ de faire sprinter Fabian Linhart aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc plus-moins, parce que 5e encore une fois, l'opposition sur ce Tour d'Espagne n'est pas incroyable au niveau des sprints, mais il bat quand même Tim Merlier, Caden Groves, encore une fois Kerman, Einhorn, Gerben Tigens. Donc c'est plutôt bien ce qu'a fait le coureur suisse. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Sam Bennett. Il n'y a que 2 coureurs au top aujourd'hui. Sam Bennett, fort, très très fort. Parce qu'il est pas bien à 2 km et demi de l'arrivée. Il est très très loin. Il n'est pas dans la roue de ses équipiers. On voit un coureur de la Bora à un moment se retourner en tête de peloton parce qu'il ne retrouve pas Sam Bennett. Il ne sait pas où est Sam Bennett. Il est très loin. Il revient vraiment de l'arrière. Dans le dernier kilomètre, il est encore loin à l'approche de la flamme rouge. Et ensuite, il a fait un bel effort. Aussi, il a profité du fait que UAE trop tôt devant, Trek un peu trop tôt également devant. Donc il en a profité un peu comme Brian Cocard pour revenir de l'arrière, mais il revient en costaud. Encore une fois, grand Danny Van Poppel qui finit même 10e du sprint. Ça montre que le lanceur a fait encore du bon boulot. Van Poppel, il commence à se faire un nom en tant que poisson pilote, parce qu'il fait un très bon travail là autour de Sam Bennett. Et en deuxième victoire d'affilée pour la Bora. Le Tour d'Espagne est déjà réussi pour la Bora. C'est une très grande année pour cette équipe quand même, qui, je rappelle, a quand même changé totalement de paradigme, je dirais, de manière de fonctionner. On était passé à Peter Sagan le tout-puissant. Déjà l'année dernière, on redonne de l'importance au niveau des grimpeurs. Et c'est une équipe qui travaille très bien, qui évolue très bien dans le milieu World Tour. Et je trouve que c'est une équipe qui est vraiment intéressante. Et là, on voit tous les coureurs qui ont été recrutés, il n'y en a aucun qui s'est planté. Van Poppel, Bennett, Hindley, Vlasov, ce sont 4 recrues. Et 4 recrues qui ont performé. C'est pas facile quand vous récupérez un Sam Bennett qui vient de la Quick Step, qui est en perte de confiance, qui retourne à la maison. Parfois, c'est pas simple. Et on voit, il a retrouvé tout de suite de la confiance. En plus, il est désormais le leader unique du côté des sprints aussi à la Bora. Et ça, je pense que ça a aidé. Et on s'aperçoit qu'à la Bora, ils ont fait quand même gagner des sprinteurs différents. Ils ont fait gagner Bennett, ils ont fait gagner Ackermann, ils ont fait gagner également... j'ai oublié son nom, parmi les sprinteurs de la Bora, Peter Sagan aussi. Ils savent emmener les sprints. Et ça, c'est une équipe qui a un sens dans la manière d'emmener les sprints. Et un peu comme Quick Step, le sprint, c'est aussi du travail, c'est aussi de la répétition, et c'est aussi de l'expérience. Et on voit que c'est une équipe qui s'en sort très bien dans ce domaine-là. Et la Bora fait un très bon job. Et Sam Bennett en a profité. Et ils ont réussi à s'adapter à une situation qui était mal embarquée pour eux dans les 3 derniers kilomètres. Lui, il a aussi à rectifier le tir. Et on voit que Sam Bennett, il est un peu une jambe. Alors, je dirais pas une jambe, mais il est légèrement au-dessus des autres sprinteurs pour le moment. Mais on est sur des sprints également qui le favorisent. On verra sur des bosses dans les journées en Espagne où il y aura quelques bosses s'il arrive à faire la même chose par rapport à Cocard, McClay dans ce genre de situation. Même Caden Groves également. On verra comment ça se passera pour Sam Bennett. Deuxième coureur au top et dernier coureur au top, c'est Mats Pedersen. Pourquoi je le mets au top? Parce que énorme travail de Julien Bernard pendant toute la journée. On a bien vu que chez Alpecin, on n'avait pas envie de faire tout le travail comme la veille.
Hier, on a fait énormément de boulot, on n'a pas gagné, donc aujourd'hui, on voit qu'on a fait moins de boulot. Mais par contre, Julien Bernard, il a enquillé les kilomètres en tête de peloton. Mais vraiment, voilà, il en a fait du kilomètre aujourd'hui pour Mats Pedersen. Et ensuite, dans le final, Mats Pedersen, une chouille trop tôt. Une chouille trop tôt, même si c'est Pedersen, même si c'est un mec qui est capable de faire des sprints longs, Pedersen, parce que c'est un coureur qui a une très bonne endurance, qui a une très bonne résistance à l'effort, Mats Pedersen. Là, c'était quand même trop loin, encore une fois. Mais c'est aussi dû au fait que il n'a pas un poisson pilote. Autant sur le Tour de France, il y avait Jasper Stuyven. Stuyven, il emmène des sprints. Là, c'est Alex Kirch et Dan Houle. C'est pas suffisant. Et on voit que c'est un problème. Pour le moment, tant qu'Alpecin sera aussi bien organisé, il aura du mal dans ce genre de situation. Sauf que Alpecin et la Bora, alors déjà la Bora, il faudra voir si, imaginons, Higuita, Hindley prennent le maillot rouge, Bennett il sera obligé de se mettre à leur service. Donc forcément, ça t'enlève un adversaire. Et Merlier, pour l'instant, n'est pas incroyable du côté d'Alpecin. Donc est-ce que Alpecin va continuer à bosser en tête de peloton? Encore moins sûr également. Et peut-être que là, à partir de ce moment-là, Pedersen aura un avantage par rapport à Coquard, par rapport à Maclay. C'est aussi un coureur qui passe bien les bosses. Mats Pedersen, il va y avoir même un beau duel avec Brian Coquard. Il a quand même pris un bon départ au niveau du classement par points, vu qu'il est deuxième derrière Sam Bennett avec 80 points. Il a déjà quasiment 50 points d'avance sur tous ses autres adversaires dans ce classement-là. Donc c'est plutôt intéressant. Je rappelle que tous les classements sont dans la description de la vidéo. Les 20 premiers de l'étape, les 30 premiers du général, et puis également les classements annexes, meilleurs jeunes par équipe, classement de la montagne. Vous avez le top 10 dans tous ces classements-là. On poursuit tout de suite avec les bonnets d'âne. Comme hier, du côté des bonnets d'âne, eh bien, je mets Alpecin. Pourquoi Alpecin? Parce que c'est une mauvaise journée. C'est une mauvaise journée pour Alpecin. C'est surtout une mauvaise journée pour Merlier. Alpecin a mieux bossé qu'hier, même si c'était pas parfait encore chez Alpecin. Je pense qu'il manquait encore un petit peu de monde dans le final. Par contre, Merlier, il n'est pas au top physiquement. Quand il commence son sprint, il n'y a pas de puissance. Et ça, c'est souvent un signe. Quand le mec commence à se mettre, vous savez, en position de sprint, commence à se mettre en danseuse, voilà, et que vous n'avez pas un sentiment de puissance, maintenant je commence à le savoir avec l'expérience, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il n'a pas les bonnes jambes. J'ai peur que Merlier, sur ce Tour d'Espagne, on l'ait mis en grand favori, mais que ça arrive un peu tard dans sa saison. Peut-être aussi qu'il avait prévu de faire plutôt le Tour de France que le Tour d'Espagne. Il avait peut-être plutôt prévu d'être sur le Tour de France avec Philipsen, sauf que on a pris plutôt Van Der Poel. Il s'attendait peut-être pas à ce que Van Der Poel fasse les 2 grands tours d'affilée, et ce qui fait que dans sa préparation de saison, il se retrouve à arriver sur le Tour d'Espagne et que la saison a déjà été bien entamée, qu'il n'y a plus grand chose en objectif en plus pour les sprinteurs. C'est vrai qu'autant les punchers, par exemple, il y a toujours le Tour de Lombardie en fin de saison. Pour les sprinters, vous avez Paris Tour, mais c'est plus vraiment un objectif de saison. Maintenant, Paris Tour, vous avez le Grand Prix de Plouay. Si vous passez pas très bien les bosses, les championnats du monde, c'est pas un objectif. Donc c'est peut-être ça qui a manqué à Tim Merlier. C'est dommage, et puis peut-être aussi qu'il a déjà la tête chez Quick-Step l'année prochaine. Et peut-être que également chez Alpecin, ses équipiers ont déjà la tête à un autre sprinter, et peut-être qu'ils font plus du très grand travail autour de lui. Mais oui, je pense que de toute manière, il n'était pas si mal placé que ça dans le final. Et quand il est dans son sprint, il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance, ça manque de punch, quoi. Donc ça, c'est un mauvais signe. Tijsens, le Belge, que je n'arrive toujours pas à prononcer son nom, le coureur d'Intermarché Montigobert Matériaux. Ça s'est pas bien passé, 15e. Alors hier, il n'était pas dans le sprint, mais il est tombé. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de chute. Il est plutôt bien emmené en plus par Intermarché. Vous avez 2 coureurs qui font plutôt du bon boulot. Mais derrière, ça enquille pas. Alors le problème aussi chez Intermarché, c'est qu'on n'a ni Hugo Page, ni Guermeil, ou d'autres coureurs qui pourraient faire le rôle de poisson pilote, même pas Adrien Petit.
C'est peut-être ça aussi le problème du côté de chez Intermarché. Il manque un poisson pilote à Thyssen. Mais de toute manière, même sans poisson pilote, vu l'opposition que vous avez sur ce Tour d'Espagne, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux, tu dois être dans le top 10. Et aujourd'hui, il est 15e. Alors, soit il a des douleurs de sa chute, parce qu'il semblerait qu'il se soit pris une sacrée chute hier. Moi, je ne l'ai pas vu, la chute. Soit les jambes sont moins bonnes que sur le Tour de Pologne. Soit il n'est pas aussi bon sprinter que je ne le pensais. C'est peut-être ça aussi, et que face à une adversité peut-être plus importante que sur le Tour de Pologne, il a un petit peu du mal, Thyssen. Mais il avait quand même battu Ackermann. Donc je pense que c'est un coureur qui est capable de faire mieux, mais peut-être que le problème, c'est qu'il lui manque un vrai train, même si là il y avait deux coureurs qui l'aidaient du côté de chez Intermarché. Il manque peut-être un véritable poisson pilote pour le coureur belge. Pourtant, je l'avais mis, vous vous souvenez, parmi mes favoris lors de la présentation des sprinters. Il se peut que je me sois bien planté. Je poursuis avec Ackermann, trop tôt devant. Et ça, c'est un problème de timing. Et c'est Molano qui fait l'erreur. On est d'accord aussi sur la question de Molano, parce que j'en ai pas parlé, mais parce que c'est vrai que j'avais oublié l'action avec Hugo Page. J'essaye d'oublier les mauvais moments du cyclisme. Et cette année, il y en a quand même pas mal, surtout en ce moment avec les questions de dopage. Mais c'est vrai que Molano, l'affaire avec Hugo Page, moi j'avais dit il fallait une pénalité, il n'y en a pas eu. Bon, après, ça fait partie des nombreuses fois où je dis il faut des pénalités, il n'y en a pas. Là, c'est vrai que Boigny fait la même chose, il se prend 6 mois. Des fois, tu as l'impression qu'autour de Boigny, il y a un peu un délit de sale gueule. Et Molano il fout quand même des coups de coude. On a vu plusieurs coureurs se retrouver avec des suspensions dans ce genre de situation. Et lui, rien. Et même pas une suspension d'équipe, même pas que dalle. Bon, après, c'est pas non plus aux équipes de remplacer l'UCI. Au bout d'un moment, si l'UCI fait pas son job, c'est pas aux équipes de remplacer l'UCI. C'est à l'UCI d'imposer des sanctions. Et si l'UCI faisait correctement son travail en 2022, ça se saurait. Du côté d'Ackermann, sprint qui a été compliqué pour Ackermann parce qu'il est trop tôt devant sur un sprint. Et vent de face, alors déjà, même quand il n'y a pas de vent, c'est déjà dur. Mais alors vent de face, ça pardonne encore moins. Et tout simplement parce que Molano en fait est devant trop tôt, donc ce qui fait qu'il commence à perdre de la vitesse à partir de 400 mètres, 350 mètres. S'il lance pas son sprint à Ackermann à ce moment-là, il se fait enfermer. Le problème, c'est qu'il lance son sprint, mais vent de face, il a buté. Il n'avait pas les jambes suffisamment bonnes dans ce genre de situation. Alors le Ackermann de l'époque Bora aurait pu le faire, mais le Ackermann de l'époque UAE est moins fort. Donc c'est plus compliqué pour lui. Et c'est vrai que pour le moment, Ackermann chez UAE, il a remporté l'étape du Tour de Pologne, je crois que ça, Ackermann, sur le Tour de Pologne. Il a une victoire cette année ? Non, il a remporté la Bredene Corchai Classic, mais que je n'ai pas vu. Mais sur le Tour de Pologne, le sprint qu'il remporte, c'est pas un sprint. C'est celui qui arrive à mieux le franchir les virages. Pourtant, je trouvais qu'avec Molano, il avait fait d'autres sprints, notamment l'étape 2 où ça s'était plutôt bien passé. Et là, vraiment, il est en tête trop tôt et ça peut pas le faire, ce genre de situation quand vous êtes en tête du peloton trop tôt devant. Et puis, je termine après Ackermann, j'ai mis Michael Woods. Abandon de Michael Woods, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Israël. Pourquoi ? Parce que Israël, je rappelle, est pour le moment 20e au classement UCI sur les 3 dernières années. Avec Michael Woods, sur un Tour d'Espagne, on sait que c'est une course, il peut y avoir des écarts dans le top 10 parce que vous avez des coureurs qui sont cramés, parce que vous avez des coureurs qui arrivent en bout de course, parce que vous avez parfois des chutes, parfois des coups de bordure, des situations assez surprenantes, que les équipiers également sont fatigués, donc souvent il y a des écarts au niveau du top 10. Et je m'étais dit, Michael Woods, même s'il n'est pas bon sur le chrono, il peut peut-être s'en sortir dans ce genre de situation. On peut quand même se dire qu'il peut peut-être s'en sortir dans ce genre de situation pour aller chercher un top 10. Un top 10, ce sont des points UCI. Eh ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que Israël, ils doivent quasiment aller chercher 1000 points pour passer devant Movistar et ce genre d'équipe. Et là, ils vont avoir personne pour le général. Il va falloir se contenter de Chris Froome. Énorme, en plus, rate son sprint aujourd'hui.
ça va être très compliqué pour Israël. Et je rappelle qu'ils ont besoin également de points par rapport à Total Energy pour avoir les invites l'année prochaine sur les épreuves World Tour. Les invites réservés, enfin les invitations obligatoires. Donc si ils sont troisième derrière Total sur l'année 2022, ça va être compliqué, je pense, pour qu'Israël soit invité sur des courses. Et le projet de Sylvain Adam, et pas Sylvain André, ça c'est la magnifique jouette de la dyslexie, eh bien, ça pourrait être compliqué pour l'équipe israélienne. Mais là, énorme, il fait 15 du sprint. On les a pas vus de la journée de toute manière, Israël. En sachant qu'Israël, sur cette Vuelta, ça va être compliqué de les remarquer, vu qu'ils ont quasiment le même maillot qu'Astana. Et Movistar a également un maillot blanc. Donc avec des dérivés de maillot blanc avec du bleu, ça va être aussi un enfer. Aussi, l'UCI, il faudrait qu'ils réagissent là-dessus. Parce que quand on a des équipes qui changent de maillot et que ça ressemble complètement à un autre maillot, c'est un enfer. Trek Alpecin sur le dernier Tour de France, par exemple, ils avaient deux maillots qui se ressemblaient. Donc quand une équipe veut changer de maillot pour une raison spéciale, il faudrait pas que ça ressemble à une autre couleur d'un maillot déjà existant pendant toute l'année sur le World Tour, quoi. Sinon on s'en sort pas. Regardez Arkea, c'est pas du tout le même jaune que Jumbo. Et donc on arrive à faire pas mal la différence, quoi. Sinon c'est un enfer pour voir les différents maillots, quoi. Donc, mais bon, pour Israël, ça risque d'être compliqué avec notre ami Michael Woods qui est tombé. Ça fait un partout avec la loto, hein, et c'est plutôt une bonne chose pour Cofidis, pour EF, pour toutes ces équipes-là, pour Bike Exchange qui sont juste devant. Surtout que de l'autre côté, je crois qu'ils n'ont pas fait un bon résultat, ni Bike Exchange, ni Lotto, je crois, sur la classique allemande là, qui avait lieu aujourd'hui, par rapport à d'autres équipes, mais on verra tout ça. Par rapport à Hofstetter qui a fait top 10, eux, ils n'étaient pas dans le top 10 sur cette course-là. Bon, je crois qu'on a fait le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est la Mec Production. Ciao, ciao!